Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et aujourd'hui, André Berkov est en face-à-face avec Charles Gave, qui est président de l'Institut des Libertés et surtout notre fin connaisseur de la politique américaine. Aujourd'hui, où justement se déroule l'élection au Sénat et qui peut bouleverser justement l'équilibre du Sénat. Et puis demain, l'ouverture des enveloppes des gros électeurs. Alors Charles Gave, bonjour. Bonjour. Nous faisons ici ensemble avec vous, et vous le faites très brillamment à l'Institut des Libertés aussi, et sur votre blog, et sur votre site, ce qui se passe dans les élections américaines. Rappelez-vous, on a commencé avec Biden, le merveilleux Hunter Biden, c'est le citoyen au-dessus de tout soupçon, son fils, on va pas revenir sur Burisma, l'Ukraine, la Chine, etc. On a suivi effectivement avec ce qui se passe avec ce fusil à un coup dont vous parliez, et aujourd'hui, en fait, il y a deux choses. Clémence le rappelait, l'élection du Sénat en Géorgie, parce que l'équilibre entre républicains et démocrates va jouer, mais surtout, le 6 janvier, c'est-à-dire demain. Demain, je rappelle, demain, les enveloppes des grands électeurs vont être ouvertes devant le Congrès, c'est-à-dire la Chambre des représentants et le Sénat. Le Congrès va se statuer, il va y avoir des listes très nombreuses, et puis il y a, je le rappelle, le meeting monstre, enfin on verra combien de gens viennent à Washington pour soutenir Donald Trump. Donc, Charles Gave, faisons un peu le scénario, disons, hanté, comme on dit, de cet événement. D'abord, qu'est-ce qui va se passer sur le plan constitutionnel? On sait qu'il y a 6 États qui sont, on en a parlé ensemble, qui ont arrêté, vous l'avez dit, la première fois dans l'histoire, à 3h du matin, on a arrêté le décompte électoral. Mais pas le nombre de voix, parce que quand on a repris, il y avait plein de voix qui étaient arrivées d'un seul coup. Voilà. Avec Dominion, avec les machines à voter, faites en Chine, passé par le Francfort, etc. Alors, où en est-on aujourd'hui, Charles Gave? Si vous voulez, il se passe un phénomène extraordinaire, c'est que, dans le fond, il y a une question très importante qui se passe aux États-Unis, c'est y a-t-il eu fraude dans un certain nombre d'endroits ou pas? C'est quand même une question qui me semble essentielle pour qu'une démocratie fonctionne. Il faut quand même qu'il y ait une certaine vérité du vote. Qu'il y ait des loupés parfois ici ou là, c'est normal. Mais là, il semble bien qu'il y ait eu quelque chose d'un peu plus que ça. Or, ça n'a intéressé personne. Ce qu'il y a d'extraordinaire, ça n'a pas intéressé la presse. La presse, silence. Un silence circulé, il n'y a rien à voir. Et je parle de toute la presse des États-Unis, mais également de la presse en France, qui nous fait croire que, dans le fond, monsieur Trump, qui, en essayant de savoir s'il y a eu des fraudes contre lui, ne fait que son devoir, puisqu'il a juré de faire respecter la Constitution. Donc, encore une fois, si vous voulez, il est dans son droit le plus strict. Bien sûr. Et donc, il n'y a pas à dire que c'est un mauvais perdant ou n'importe quoi. S'il est un mauvais perdant, on jugera. Juste un mot, Charles Gave. Comment vous avez apprécié le fait que la presse du monde entier, en tout cas, les 3 quarts, ont considéré que Biden était élu dès le 3 novembre? Dès le 3 novembre. Alors, c'est pas du tout le cas, puisque c'est le 6 décembre, c'est le 6 janvier, au moment où on ouvre les enveloppes, que le président est désigné. Et est effectivement élu. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses qui m'a énormément surpris dans tout ça, je dois dire, c'est que M. Trump, en 4 ans de présidence, n'a jamais réussi à reprendre le contrôle de son ministère de la Justice. C'est-à-dire que, normalement, quand quelque chose comme ça, d'aussi gros se passe, le ministère de la Justice devrait être en première ligne pour faire les enquêtes. Je signale que le FBI dépend du ministère de la Justice. Donc, faut le rappeler. Il faut le rappeler. Donc, si vous voulez, ils auraient pu envoyer le FBI pour faire des enquêtes, etc. Rien. Oui, il n'y a eu aucune enquête du FBI. Aucune enquête du FBI, aucune enquête de la justice, mais rien. Donc, Trump s'est retrouvé, si j'ose dire, avec Giuliani. Et Flynn, et le général Flynn. Le général Flynn, on se disait, il n'a pas les troupes qu'il faut. Et donc, vous avez cet extraordinaire silence du ministère de la Justice. Or, Charles Gave, les fraudes sont avérées quand même, on peut le dire. En tout cas, il y a des soupçons de fraude qui sont absolument gigantesques. Je ne sais pas, par exemple, en Pennsylvanie, je crois qu'ils ont envoyé 2,5 millions de bulletins par correspondance, qui était déjà assez douteux, vous savez. Et je crois qu'il y en a eu 3,2 millions qui ont été votés. Donc, si vous voulez, comme ne peuvent être votés que ceux qui ont été envoyés au départ,
il y a soupçon qu'il y en a quelques-uns qui sont apparus comme ça de façon tout à fait extraordinaire. Ça mériterait un audit. Enfin, je sais pas. Justement, il y a eu Charles Gave, il y a eu un coup de téléphone de Donald Trump au gouverneur de Pennsylvanie. Non, c'était au gouverneur de Géorgie, je crois. De Géorgie, pardon. Oui, c'est vrai, c'était la Géorgie, pardon. Écoutez, juste. So, look, all I want to do is this. I just want to find 11,780 votes, which is one more than we have, because we won the state. So tell me, Brad, what are we going to do? We won the election, and it's not fair to take it away from us like this, and it's going to be very costly in many ways, and I think you have to say that you're going to re-examine it, and you can re-examine it, but re-examine it with people that want to find answers, not people that don't want to find answers. Comment vous expliquez? Parce qu'en même temps, on le sent, il admoneste effectivement le gouvernement de Géorgie. Dont il faut rappeler qu'il est républicain. Oui, absolument. Oui, dont il faut rappeler qu'il est républicain et que son numéro 2 est républicain aussi. Et donc, dans cette interview, il dit, je me suis fait avoir parce que je l'ai soutenu. Oui. Et en fait, c'était un... Et je l'ai aidé à se faire réélire, etc. Je l'ai aidé à se faire réélire. Ouais. Et c'est ce gouverneur qui a installé les machines Dominion partout. Ça. Qui a passé un contrat rapide. Donc, est-ce qu'il a été... Il y a quelque chose de... Il faut pas oublier qu'aux États-Unis, c'est bien connu, il y a toute une partie des républicains qui sont ce qu'on appelle des rhinos. C'est quoi les rhinos? Les rhinos, c'est des rhinocéros, enfin, ouais. C'est des Republican in name only. Ah, c'est-à-dire que ce sont en fait des membres du swamp, pour parler comme du marais. Ouais. Et ce qu'on a dit, on a dit, tu seras républicain parce que ça nous arrange et tout, on a besoin de toi ici ou là. Mais en fait, ce sont un petit peu, si vous voulez, comme dans les promotions de l'ENA, on dit, toi tu seras à gauche, toi tu seras à droite, toi tu seras à gauche, toi tu seras à droite, de façon à diversifier les risques. La version yankee des centristes. La version yankee des centristes, voilà, c'est la version centriste de ceux que Mme Thatcher appelait les wet, les humides. Les humides, vous vous souvenez? Les wet, oui, c'était pas un compliment pour elle. C'est vrai. Mais alors, comment vous expliquez le fait que Trump se retrouve, bon, il y a eu tout ce qu'il y a eu pendant 4 ans, etc., mais se retrouve même avec des gens sur lesquels il croyait compter? Est-ce que le fait qu'il a été outsider, qu'il a toujours été un affaire, qu'il n'était pas dans il n'a jamais il a fréquenté, si, il les a subventionnés, mais il n'a jamais été dans le marigot washingtonien. Non. Il ne le connaît pas. Et il a été naïf, ou parce que c'est pas vraiment le qualificatif qu'on lui donne, mais est-ce qu'il s'est fait avoir? Je crois que peut-être il faudrait prendre un exemple pour les Français qui rappellerait un peu la chose. Est-ce que M. Fillon a été naïf? Vous voyez ce que je veux dire? Il ne s'attendait pas à ce que d'un seul coup, le ministère de la Justice, qui d'habitude prend 30 ans pour traiter n'importe quel problème, règle le sien en 3 jours. Et donc, ce qui a été très extraordinaire, c'est que quand il s'agissait d'attaquer M. Trump sur ses histoires avec la Russie, on a eu le truc Mueller, ça a été lancé tout de suite et tout. Ça a duré 3 ans, 2 ans. Ça a duré 3 ans et on n'a rien trouvé. Et ce qui, par contre... Monsieur Barr, qui était le ministre de la Justice, qui me semblait un honnête homme, mais je peux me tromper, a nommé un procureur spécial qui s'appelle Monsieur Durham, qui au bout de 600 jours n'a toujours rien sorti sur le complot qui avait eu lieu justement pour se débarrasser de Trump avec le truc de la Russie. Donc il est assez étonnant de voir que la justice est extraordinairement rapide quand il s'agit d'attaquer M. Trump et extraordinairement lente quand il s'agit d'attaquer ceux qui, dans le fond, ont lancé la vendetta contre lui, quoi. Il faut quand même se souvenir que le premier jour de l'élection de la présidence de Trump, le 20 janvier 2016, il y avait un grand papier dans le 17, pardon. Il y avait un grand papier dans le Washington Post, le grand journal, etc., qui disait que Trump devait être impeached. Oui. Le jour même, pendant qu'il prononçait son discours, déjà, il y avait des gens qui voulaient l'impeach. Washington Post était déjà... On se retrouve déjà aux aguets. On se retrouve avec une
petite pause. Et à tout de n'oubliez suite. pas seulement ce numéro de téléphone, 0826 300 300, parce que vous aurez la parole à partir de 13h, 13h15. Vous pourrez revenir sur tous ces sujets, notamment ces fichiers de renseignement élargis avec la publication de ces 3 décrets hier. Et puis, voilà, la saga américaine. On vous attend aussi sur ce sujet tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. André Berkov dans tous ses états est toujours avec son invité Charles Gave pour parler de la saga américaine. Alors Charles Gave, on va faire un exercice de politique fiction, mais c'est un exercice intéressant parce que c'est à quelques jours près. D'abord, c'est à un jour près pour demain. Alors demain, décrivez-nous, qu'est-ce qui va se passer? Alors, il y a la manifestation, on verra bien la manifestation populaire. Il paraît que ça vient de toutes les États-Unis pour Trump, ce sera à Washington. Mais parlons un peu de cet extraordinaire dédale et labyrinthe constitutionnel dont l'Amérique a le secret. Et donc, et si je comprends bien, les grands électeurs, qui ont déjà voté le 14 décembre, donc il y a les enveloppes qui ont été envoyées par le gouverneur, c'est ça. Et ces enveloppes par le gouverneur de chaque État. De chaque État. Et donc ça arrive aussi bien en même temps. Alors, est-ce que la Chambre des représentants, ils sont réunis en congrès? Ils sont réunis en congrès. C'est ça, tous les deux, représentants et Sénat. Sous la présidence de Pence. De la main de Mike Pence, le vice-président. Bien, on ouvre les enveloppes. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est là où ça devient intéressant, c'est que vous avez toute une série d'États où le gouverneur est démocrate, comme par exemple la Pennsylvanie, mais où les chambres locales, c'est-à-dire le Parlement et le Sénat local, locaux, les représentants du Sénat locaux, sont républicains. D'accord. Donc, ce qu'a fait le gouverneur, c'est dès que les résultats officiels de l'élection ont été sortis, il a pris donc les démocrates qui voteront pour Biden. Mais les locaux disent, attendez une seconde, nous, on n'a pas accepté cette élection puisqu'il y a sans doute eu des fraudes, etc. Et ça concerne 6 États, je rappelle. Concerne 6 États, c'est-à-dire que dans ce cas-là, Biden n'est absolument pas élu, enfin, je veux dire, c'est... Et donc, il y aura des enveloppes concurrentes. Envoyées par les sénateurs locaux et les représentants locaux. D'accord. Et donc, à ce moment-là, conflit qui, en principe, dans la Constitution américaine, constitutionnellement, ce sont les sénateurs locaux et les représentants locaux qui ont le devoir d'élire les... donc là, il y a eu une espèce de coup de force du gouverneur en disant on le fait passer en vitesse puisque c'est... Et celui qui arbitre le conflit, c'est Pence, qui est le vice-président. C'est lui qui arbitre le conflit constitutionnellement. Et qui dit, je reconnais cette liste ou je reconnais celle-là. Et donc on peut dire qu'aujourd'hui, Pence est sans doute l'homme le plus important du monde parce qu'il va décider, en son âme et conscience, de qui doit être le prochain président des États-Unis. Et alors pour autant, pour ce que vous en connaissez, Charles Gave, qui est Pence? Alors Pence, je connais bien son frère. Je connais bien son frère, qui m'a parlé de son frère, bien sûr. Et quand il vient à Paris, on dîne ensemble. Il m'avait invité à parler dans une conférence qu'il avait organisée. Donc, je le connais bien. Et les Pence sont une famille extraordinairement chrétienne, extraordinairement catholique. Mais... de conviction très forte, très solide, etc. Ancien gouverneur. Et donc, je n'imagine pas une seconde cet homme prenant une décision qui, pour lui, serait déshonorante. Je n'ai aucune idée de la décision qu'il va prendre, parce que je ne sais pas tout ce qu'il connaît, etc. Bien sûr. Mais je sais qu'en tout cas, ce sera un homme... c'est un homme honorable. Vous voulez dire, il va agir par conviction beaucoup plus que par intérêt ou opportunité. Voilà, je ne crois pas qu'il le fera parce qu'il est républicain, je veux dire. Je comprends. Pour lui, il est républicain ensuite et catholique d'abord. D'accord. Et américain. Et américain, il est catholique, américain et républicain dans cet ordre-là. Donc, il me semble que... Mais c'est une situation complètement folle parce que... parce que tout repose sur un homme, ce vice-président. Ce vice-président dont on n'a pas beaucoup parlé jusqu'ici. Enfin, qui, contrairement à Biden, n'a jamais fait de trucs
Non. douteux. Non, sinon on l'aurait su déjà. Oh là là La là presse se serait emparée très vite. On s'en serait emparé très vite, on l'aurait su très vite. Donc on est devant, quelque part, si vous voulez, les constituants américains, il y a 2 ou 3 siècles, ont bâti une espèce d'arbre de décision. Si ceci se passe, on fait cela. Et puis ensuite, on ouvre un autre truc, etc. C'est extraordinaire, c'est la pyramide ou le chêne des pouvoirs et contre-pouvoirs. Voilà, c'est le but de tes constituants, c'est d'éviter. Ce qu'ils disent toujours, c'est que les États-Unis ne sont pas une démocratie, c'est une république. C'est-à-dire que le but, c'est le bien commun, mais c'est pas la tyrannie de la majorité. Donc, ils ont voulu organiser un système qui protégeait le bien commun et éviter la tyrannie de la majorité, comme on l'avait dans la Constitution de la 5e, où dès que Mitterrand est élu, bon, il nationalise tout et tout. Non, mais c'est pas possible. Et puis majorité parlementaire, et puis tout est bloqué, et tout ça. Ouais. Voilà, donc tout se bloque dans tous les sens. Et ce qui est très intéressant, c'est que l'un des 3 pouvoirs, tous les 3 sont de même force, c'est-à-dire qu'ils disent qu'il n'y a pas un pouvoir qui est supérieur à l'autre. Les 3 pouvoirs, présidence, législatif et justice. Et justice, bien sûr. Et ce qu'il y a d'extraordinaire dans ce débat, c'est que pour la première fois dans les États-Unis, il y a un débat constitutionnel de sainte importance où le ministère de la Justice est absent. C'est extraordinaire. Complètement absent aux abonnés. Il était abonné absents. Ça s'est jamais produit, parce que d'habitude, ils le réclament. Donc, ce qui m'étonne le plus là-dedans, c'est qu'est-ce qui s'est passé au ministère de la Justice pour que ça devienne cette espèce de zombie. Alors qu'on disait que Barr allait être, au contraire, personnalité. Oui, mais comme c'était le ministre de la Justice de Bush, on s'est peut-être fait des illusions sur lui, je veux dire, parce que Bush, il n'a pas été bien bleu non plus. Donc, si vous voulez, on a une espèce de... Alors, qu'est-ce que demandent les Républicains aujourd'hui? Ils disent, écoutez, on a un gros problème, la meilleure façon de le traiter, ce serait quand même qu'on fasse une commission où il y aurait 5 sénateurs, probablement 3 républicains et 5 représentants, 3 démocrates et 2 républicains, et 5 membres de la Cour suprême. Et qu'elle fasse un audit rapide des éléments que, je crois, Trump va apporter ce soir. Il a un rapport de 1200 pages sur toutes les fraudes, pour savoir s'il y a eu fraude ou pas. Parce qu'il me semble que la chose la plus importante, c'est que les États-Unis retrouvent confiance dans leur système électoral. Sinon, il est gravement entaché. Il est gravement entaché. Et alors, ce que je voudrais dire ici, c'est que, dans toute façon, si ça ne se passe pas, si on ne réussit pas à avoir cette commission, on est dans un pays qui devient ingouvernable. On va en parler juste après les informations, toujours avec vous, Charles Gave, et avec les auditeurs de Sud Radio. Voilà, n'oubliez pas notre numéro de téléphone 0826 300 300. Donc on continue le point sur la situation américaine. Vous pouvez venir poser des questions à notre invité Charles Gave et revenir aussi sur ces décrets qui élargissent les possibilités de fichage. À tout de suite. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Et oui, les Français parlent aux Français, mais les Français parlent des Américains aujourd'hui, entre André Berkoff et Charles Gave, qui parlent justement de l'élection au Sénat qui a lieu aujourd'hui au Sénat américain et surtout demain, l'ouverture des enveloppes des grands électeurs. Alors Charles Gave, demain, on dit demain, c'est vrai que c'est une journée absolument fantastique, je dirais. Moi je suis sûr qu'à Netflix, il y a déjà 40 scénaristes qui travaillent là-dessus, au moins, et ailleurs aussi. Mais il va y avoir quelque chose quand même de nouveau, enfin 2 choses. D'abord, la réaction de Pence, on va voir, ça vous en parler. Et puis quand même, pour la première fois, Trump va parler et va exposer, parce que jusqu'à présent il en a parlé, effectivement, mais on disait toujours qu'il était gâteux, qu'il était un mauvais perdant, que ceci, que cela. On lui donnait pas l'occasion d'exposer les faits. Voilà, là, il va sortir le dossier demain. Le dossier. Et à votre avis, ça peut changer les choses? Vous savez, je vous ai toujours dit ici que Trump, dans le fond, avait un fusil à un coup. Il peut essayer de... Donc c'est demain qu'il le tire, quoi. C'est demain il tire son fusil à un coup. Alors, où il y a suffisamment de choses, et à ce moment-là, j'imagine que Pence fera son devoir. J'imagine qu'il sait déjà ce qu'il y a dans le dossier, Pence. J'imagine, oui. J'imagine, on a déjà dû le convaincre. Et s'il n'y en a pas assez, à ce moment-là, Pence se dira l'élection s'est bien passée et tout. Donc c'est une responsabilité énorme qui pèse sur lui. Mais c'est demain que Trump tire son fusil à un coup. C'est ça. Et donc c'est un truc extraordinairement important. Et à ce moment-là,
ça va mettre la presse dans une situation, si c'est sérieux, s'il y a vraiment des choses dans le dossier qui sont vraiment solides et tout, ça va mettre la presse dans une situation absolument impossible parce que eux, ils n'ont fait aucune recherche. Depuis le début, ils disent circuler, il n'y a rien à voir. Il n'y a même pas eu une enquête, parce qu'il aurait pu avoir une contre-enquête en disant je vais vous prouver que Trump a tort, tous les anti-Trumpistes, qui est la quasi-totalité de la presse. Ouais. Mais voilà, on a fait notre enquête, c'est pas vrai. Non, rien. Rien. On a dit circuler, il n'y a rien à voir. C'est ce qui veut dire sans doute qu'il y avait quelque chose à voir, quoi. Sinon ils auraient pas. Donc ça va être extraordinairement gênant pour la presse, et il va y avoir un déchaînement. De mauvais coucheurs, quoi, si j'ose dire, surtout. Ouais. Et c'est pour ça que je dis encore une fois que la seule solution pour les États-Unis honorable, c'est qu'il y ait cette commission où il y aura un tiers de juges de la Cour suprême, un tiers de sénateurs et un tiers de représentants. De façon à ce que ce soit la justice qui tranche. Et à ce moment-là, alors justement, allons là-dessus. Donc, ce serait une commission qui auditerait les résultats, les 1200 pages de Trump, pour voir si c'est valable ou pas. D'accord. Et celui qui demande ça, c'est un homme pour lequel j'ai beaucoup d'intérêt, qui s'appelle Cruz, qui est un sénateur. Ted Cruz. Du Texas, je crois. Texas, qui est un sénateur, et qui est un des meilleurs juristes américains, si vous voulez. Trump voulait le présenter à la Cour suprême. D'accord. Donc il a refusé en disant qu'il s'intéressait plus à la politique, ce qui veut dire qu'il veut être président, quoi. Il veut être président. Et c'est un esprit très fort. C'est un type tout à fait. On l'a vu dans l'interrogatoire de Facebook de Zuckerberg. Il l'a mis en morceaux. Il l'a éparpillé façon puzzle, comme disait Bernard Blier. C'était horrible à voir. C'était horrible à voir. Donc, il serait bien que cette commission soit acceptée, parce que sinon, le scénario devient. Imaginons que Pence prenne le parti de Trump. Trump est élu. Mais vous imaginez la fureur. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand la Cour suprême avait dû choisir entre Gore et Bush, les traces que ça a laissé dans l'imaginaire populaire, etc. Donc, et là, avec ce qu'il y a eu dans les manifestations un peu partout, les Black Lives, etc. Donc, il serait bien que de la justice revienne comme le troisième pouvoir et prenne la décision d'accepter et de faire son devoir. Mais c'est-à-dire, juste un mot là-dessus pour terminer avant qu'on ait nos auditeurs, Charles Gave. Mettons que cette commission se passe. On dit voilà, il y a les 10 jours, etc. Et ensuite elle rend un avis. Voilà. Et cet avis, tout le monde accepte. C'est ça. Et cet avis est accepté par tout le monde. Fini. C'est ça. Mais il ne peut pas être refusé par Pelosi ou les démocrates. Ils peuvent être refusés, mais non, à partir du moment où il y a une commission, et que cette commission où il y aura où les deux partis seront représentés et tout, il me semble que c'est ce que proposent les Républicains, ce que propose Ted Cruz, cette idée d'une commission qui a déjà été le cas, je crois, dans les années 1870. Il y avait déjà eu une commission comme ça qui avait arbitré. Non, au 19e siècle. Au 19e siècle, parce que. Mais ça veut dire que donc, en fait, ils pourront tenir. L'idée, c'est qu'elle rend son jugement, enfin après avoir examiné, avant le 20 janvier, de façon à ce que la cérémonie d'investiture, quel que soit le bénéficiaire, se passe le 20 janvier. Oui, parce que le 20 janvier, c'est la seule date qui soit dans la Constitution. Toutes les autres, c'est la seule. Le 6 janvier, pas dans la Constitution. 14 décembre, le 14 décembre, ni le moment de l'élection, tout ça, c'est des trucs qui viennent de la coutume. D'accord. Là, c'est dans la Constitution. Donc, ce que j'essaye de dire, c'est qu'il faudrait trouver une façon aux États-Unis pour qu'ils retrouvent le chemin du dialogue. Oui, parce que... Alors, sinon, qu'est-ce qui se passe? Alors, finissons notre première politique fiction, cher Charles Gave, à supposer que, mettons, Biden passe. Voilà, on a reconnu, les fraudes de non sont pas avérées, Biden passe, Qu'est-ce qui se passe chez les démocrates? Parce qu'on sent déjà que ça boue chez les démocrates. Et qu'est-ce qui se passe chez les républicains, dans ce cas? D'abord, Biden a deux énormes handicaps. Le premier, c'est qu'il est gâteux. Il est atteint d'Alzheimer, tout le monde le sait. Donc il va être remplacé très vite. Donc il n'a aucune... si j'ose dire, c'est déjà un lame duck, comme vous savez, c'est déjà un type dont on sait qu'il ne va pas durer, quoi. Donc personne va se... déjà une ambulance. C'est déjà une ambulance, Et la deuxième, c'est qu'il a un nombre de casseroles considérable avec son cher fiston, l'argent qu'il a touché, que lui-même a probablement touché, etc. Donc...
J'imagine que les enquêteurs indépendants, comme il y en a beaucoup aux États-Unis, des journalistes indépendants, puisqu'il n'y a plus de journalistes qui font leur métier, donc ils font leur boulot, il y en a tout un paquet, vont se précipiter sur les documents de Biden qui deviennent publics. Qui sont déjà, d'ailleurs, ça y est. Ça va arriver. Donc là, ça veut dire que Biden est déjà hors du... Donc alors, Kamala Harris, qui elle-même a quelques casseroles non négligeables, si vous voulez, c'est une personnalité très contestée et tout. Et de toute façon, vous aurez la moitié des États-Unis, tous les 17 ou 18 ou 20 États qui ont demandé à ce que la Cour suprême tranche, ce qui leur a été refusé. Celui qui avait lancé le mouvement, le ministre de la Justice du Texas, en quelque sorte, il parle de sécession. Pensez que ça peut aller jusque-là ? Il ne faut pas oublier que le Texas est le seul État qui a le droit, quand il a rejoint la Constitution, les États-Unis, il a le droit de faire sécession librement. Le Texas. Il a toujours ce droit. C'est toujours dans sa Constitution. Ah ouais. Non, c'est pas... Donc c'est pas... S'ils disent, écoutez, nous, on ne veut pas être gouverné par ces zozos. Ces zozos. Et alors, rapidement, des gauchistes à la Ilhan Omar, à la Alexandria Ocasio-Cortez, etc., de nos amis... si vous voulez, c'est grosso... Parce qu'ils contestent déjà Pelosi, Chuck Schumer et la vieille garde démocrate. Bien sûr, mais si vous voulez, c'est un petit peu Mélenchon et le Parti Socialiste, quoi. Donc, on se retrouverait avec des gens... Mais ils sont extraordinairement minoritaires aux États-Unis. Donc, ça, là aussi, ils donneraient des ordres, mais je ne sais pas s'ils seraient suivis. Et alors, et côté républicain, Charles Gave, qu'est-ce qui se passe ? Côté républicain, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même toute une série de républicains qui ont déjà trahi Trump. Par exemple, le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, a déjà trahi. Et il a dit, mais non, il faut accepter, etc. Parce que il est bien évident que si... C'est horrible ce que je vais dire. Mais s'il y a un des deux qui est élu ce soir en Géorgie... Ah oui, un des sénateurs, oui. Un des deux sénateurs qui est républicain, à ce moment-là, c'est Mitch McConnell qui est l'homme le plus important des États-Unis. Oui, bien sûr. Puisque c'est lui qui bloque tout. C'est ça, oui, c'est vrai. Et donc, lui, il n'avait pas du tout envie de voir Trump. Il trouve que ce serait mieux que si c'était lui, quoi. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Donc, il a déjà commencé à trahir. Il y a déjà quelques... Mais ce que Trump est en train de faire, c'est qu'il est en train de faire monter un mouvement populiste très fort avec son histoire à Washington. Et donc, la prochaine fois que Mitch McConnell va se présenter... il aura un candidat trumpiste contre lui. C'est ça. Et c'est 2022, c'est pas loin. 2022. Et donc, il doit y avoir toute une série de sénateurs républicains qui doivent être très mal dans leurs chaussettes en ce moment, parce qu'ils doivent se dire, j'aimerais bien trahir, mais il faut que je le fasse sans que ça se voit, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ils doivent envoyer des messages aux autres en disant, non, mais il y a un moment, il faut falloir qu'ils disent oui ou non, quoi. C'est formé. Avouez, auditeur de Sud Radio, avouez que House of Cards, Game of Thrones et The Crown et tout le reste n'est rien à côté de ce qu'on va vivre demain aux États-Unis et nous aussi. Allez, on se retrouve dans quelques instants et c'est à vous de nous appeler au 0826 300 300. On vous attend. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et André Berkov, bien sûr, dans tous ses états, avec son invité Charles Gave, et avec vous aussi qui nous appelez, qui est très nombreux au standard. Et tout de suite, on file. On va à Paris. On va donner la parole à Alain, qui a composé le 0826 300 300. Bonjour Alain. Bonjour Alain. Bonjour. Bonjour à vous deux. On vous écoute, Alain. Les complices. Alors, je trouvais que le choix des thématiques aujourd'hui était intéressant. Trump d'une part, le fichage d'autre part. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ce sont les deux facettes d'une guerre qui est en train de se profiler pour le XXIe siècle. La guerre du mondialisme contre les souverainismes. Trump est le caillou dans la chaussure des mondialistes. Le fichage des opinions et plus globalement le fichage des populations en général est l'outil phare utilisé par les mondialistes pour faire triompher leur vision. Vous parliez du fichage des opinions, il faut parler également du passeport vert Covid qui va permettre de ficher les vaccinés et encore au-dessus, ce grand projet ID 2020 financé par Bill Gates qui a pour but de permettre à toute l'humanité de prouver son humanité
son identité, je veux dire, indépendamment de papier d'identité, etc. Il y a toutes sortes d'expériences et d'études qui ont été menées par la Fondation Gates dans ce sens-là, notamment sur des SDF dans une ville des États-Unis, qui leur permet en fait de centraliser sur un cloud leurs informations médicales, etc. Le but, c'est quoi en fait? En gros, pourquoi le mondialisme essaie de triompher? C'est que dans 20, 30, 40 ans, il y a une grande partie de la population qui ne servira plus à rien. Elle aurait été remplacée par l'intelligence artificielle et il va falloir gérer tout ça. Et c'est pour ça en fait que le mondialisme à l'heure actuelle, son désir, c'est de ficher et de contrôler le plus possible les populations parce que dans 20, 30, 40 ans, il y aura un chaos social probablement extrêmement important. Et pour le comprendre, il suffit de lire un livre extrêmement intéressant qui s'appelle Homo Deus, une brève histoire du futur de l'économiste israélien Harari, qui explique qui parle des dieux et des inutiles et qui explique qu'une grande partie de la population mondiale deviendra inutile. Et dans ce processus-là de contrôle croissant des populations, il y a Trump, et c'est le casse-couille qu'on invite à la fête et qui fout le bordel. Et tous les moyens sont bons pour le faire disparaître, y compris des fraudes dont on a bien compris qu'elles sont avérées. C'est un secret de polichinelle, tout le monde le sait, et dont on peut se poser la question, et c'est la question que j'aimerais poser à Charles Gave, quid de l'Europe, quid de la France, quid de Seattle et de Dominion? On sait que le vote électronique a déjà été utilisé pour le vote des étrangers, et également pour les élections prud'homales. Qu'est-ce que ça préfigure pour l'avenir de nos démocraties en Europe? Très bien, Alain Charles Gave va vous répondre. Eh bien, écoutez, je crois que pour l'Europe et la France, mais je crois que les machines ont été utilisées en Italie déjà pour se débarrasser de Berlusconi. Hein. C'est des rumeurs qui courent, mais enfin, bien entendu, je n'y prête aucun crédit. Mais la réalité, c'est que je crois, sans vouloir rejoindre toutes vos analyses, que nous sommes en train d'arriver à l'échec patent de la démocratie représentative. C'est-à-dire que la démocratie représentative a été inventée au 18e en Angleterre parce qu'il fallait une semaine pour aller d'Édimbourg à Londres. Donc vous élisiez un gars que vous aimiez bien, etc. Mais aujourd'hui, la classe politique représentative est devenue complètement achetée par les groupes de pression, les lobbies, etc. Et que contrairement à ce que pensent la plupart des gens, il ne faut pas envoyer plus de pouvoir vers le haut, il faut renvoyer le pouvoir vers le bas. C'est-à-dire que la solution à tous ces problèmes, elle existe en Suisse. C'est le référendum d'initiative populaire, que les décisions soient prises par les gens et non pas par des gens. Parce que les gens qui maintenant les représentent ont été, pour parler franchement, achetés. Si vous voulez, toute la classe politique française est achetée. Toute la classe politique. Est-ce que c'est pas une généralisation de là, Charles Gave? Il y a quelques gars en besogne. Il y a quelques gars qui continuent à faire leur boulot, honnêtement, de députés, de sénateurs, etc. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, dans l'atteinte qu'on avons subie à nos libertés fondamentales, le Parlement et le Sénat ne se sont pas illustrés par leur révolte. C'est le moins qu'on puisse dire. On nous a marché dessus. Pour la première fois de ma vie, j'ai plus le droit d'aller à la messe quand j'en ai envie, jusqu'à tout récemment. Donc quand même, il se passe des trucs tout à fait extraordinaires. On est en train de ruiner toute une série de commerçants indépendants, de restaurants, etc. Et sans que les représentants élus de ces gens-là aient dit quoi que ce soit. Donc, si vous voulez, ça prouve bien qu'on a un vrai problème de démocratie représentative. Aujourd'hui, je crois que les gens qui nous représentent ne représentent plus qu'eux-mêmes. Alors vous allez assez loin, mais effectivement, si cette démocratie représentative, par quoi la remplacer? Le référendum d'initiative populaire par la démocratie directement suisse, où ils votent surtout. Ils votent tous les dimanches. Mais est-ce que c'est valable pour un pays quand même relativement, je dirais pas petit, mais relativement réduit du point de vue population par rapport même à la France ou à l'Allemagne, etc. Oui, mais quand même, mais en même temps, il y a 4 nations en Suisse, et ils se détestent. Vous avez les Italiens, vous avez les Français, vous avez les Allemands, puis vous avez un quatrième dont personne n'a jamais entendu parler, mais ils se détestent et ils réussissent très bien quand même à voter. C'est-à-dire que si vous appelez les problèmes au niveau populaire, c'est la vieille organisation de l'Église catholique qu'on appelle la subsidiarité. Ce qui peut être réglé au niveau de la paroisse doit être réglé au niveau de la paroisse. Ce qui doit être réglé au niveau de l'évêché passe de la paroisse à l'évêché, puis ensuite au cardinal, puis enfin si ça va pas vraiment, on va à Rome. Mais donc ce que je veux dire, c'est que la démocratie, c'est quand même le gouvernement du peuple par le peuple. Oui, en principe. Et pas par le représentant du peuple. Ouais. Or aujourd'hui, il faut bien se rendre compte qu'on a créé une classe politique professionnelle
qui dans le fond déteste le peuple. Il est en trop. Oui, on le voit très bien en Europe, où ces gars-là sont élus par personne. Et ça ne les empêche pas de régenter nos vies avec beaucoup de... Mais ce que vous dites de cette classe politique, et c'est intéressant, et justement les auditeurs vont intervenir là-dessus, comme l'a fait Alain, est-ce que ce n'est pas l'administration qui est véritablement le pouvoir? Parce que les politiques passent l'administration. Je parle de la haute administration, bien sûr. L'administration reste. Alors, là, vous posez une question qui me tient beaucoup à cœur, c'est que dans un pays, dans le fond, vous avez 3 zones. Vous avez le peuple qui s'occupe, qui élève ses enfants, qui se dépatouille, qui fait ce qu'il peut pour survivre. Vous avez l'administration qui est chargée de faire fonctionner l'État. C'est ça, oui. Et là, vous avez besoin de gens brillants avec une mémoire de cheval qui passent des diplômes et tout, parce que c'est compliqué ce truc-là. Mais la base de l'État, la base de l'administration, c'est qu'ils haïssent l'incertitude. Ils haïssent le risque. Et au moment des années Giscard, les fonctionnaires, ceux qui haïssent le risque, ont pris le contrôle de la fonction politique, qui est tout en haut. Et la fonction politique, c'est le paratonnerre, en quelque sorte, le politique. C'est celui qui est cramé quand il se passe une horreur. Vous savez, c'est celui sur lequel la foudre tombe. Et ces gens-là n'ont qu'une... Le fusible. Le grand fusible, c'est là, autrefois, si vous voulez, de temps en temps, les populations liquidaient leur roi, parce que dans le fond, c'était une bonne idée, ça mettait tout le monde de bonne humeur. Et grosso modo, donc, nous n'avons plus en France de la fonction politique. Nous n'avons plus que la fonction administrative qui a capturé la fonction politique et qui est l'incertitude. Or, si vous voulez, moi j'ai été dans les affaires toute ma vie, vous devez prendre des décisions de temps en temps sans avoir tous les éléments. Bien sûr. Gérer l'imprévisible. Gérer l'imprévisible, c'est ça la fonction politique. Et elle n'existe, et plus personne ne l'exerce en France. Quand je vois qu'un homme comme M. Macron choisit au hasard, je plus 35 gars qui vont décider quelle est la bonne politique du vaccin, vous savez, je crois qu'il a sorti ça hier. Je me dis, tombola, tirage au sort. Tombola, tirage au sort, mais je me dis, mais il est fou. Le rôle du politique, c'est de dire, je vais prendre cette décision et vous me fusillez si ça ne va pas. Si ça ne va pas. Si j'ai trahi. Mais le rôle du politique, c'est l'endroit où le risque, et on fait le média du risque, si vous voulez, on incorpore le risque dans la société. Et il y a très peu de gens qui peuvent accepter ce risque. Et donc tous ces gars-là... Mais c'est ça la grandeur du politique. Et c'est ça la grandeur de la politique, exactement. Si vous voulez, quand De Gaulle part à Londres... Il attend pas, il n'a pas demandé à 35 personnes s'il devait le faire. Et quand Churchill, le vainqueur de la Seconde Guerre mondiale, se fait dégommer le lendemain, voilà, comme par hasard. C'est ça. Donc ce que je veux dire par là, c'est que nous faisons de la politique, mais il n'y a plus le politique, l'intermédiaire du risque. Allez, on continue de parler du rôle du politique et puis des élections américaines. Je rappelle que demain, il y a l'ouverture des enveloppes des grands électeurs, donc un grand verdict. Est-ce que tout va se passer comme prévu? Donald Trump va notamment exposer ses preuves de fraude. Alors, on continue d'en parler avec Charles Gave. À tout de suite. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Et André Berkoff, toujours dans tous ses états, avec son invité Charles Gave. Et avec vous qui êtes très nombreux à nous appeler, à composer le 0826 300 300. Continuez de nous appeler d'ailleurs. On peut encore discuter longuement avec vous justement des élections américaines. Tout de suite, on va donner la parole à Mathieu de Seine-et-Marne. Oui, bonjour Mathieu. Oui, bonjour André, bonjour Charles. Bonjour. Mes meilleurs vœux pour commencer, pour cette nouvelle année. À vous aussi. Oui, santé et liberté, ça serait bien déjà. Oui, écoutez, je trouve ça très intéressant, l'intervention du précédent auditeur et les explications. Juste, il y a un petit sujet qui va arriver fin janvier, ça va être le Great Reset à ce sujet-là. Quand on parle de mondialisme, etc., il y a vraiment le World Forum économique avec un rapport de 200 pages qui donne vraiment Vous parlez de Davos et de Klaus Schwab et du Grand Reset, c'est ça? Oui. Tout à fait, quoi. C'est ça qui est intéressant, on va dire au XXIe siècle, c'est qu'Internet donne énormément d'informations, donc il faut s'en méfier, mais ça c'est tout à fait officiel et c'est clair que je rejoins tout à fait l'avis que on n'est même plus en France ou ailleurs dans un clivage droite-gauche, mais plutôt les souverainistes et les mondialistes. Les mondialistes, c'est vraiment l'enjeu de demain et on va bien voir. Moi, je voulais poser une question à Charles Gave. Je voulais savoir un peu ce qu'il pense de la décision du tribunal britannique sur Julian Assange.
Alors, pour moi, je suis content qu'on me pose cette question, parce que c'est un sujet qui me tient terriblement à cœur. Assange, à mon avis, c'est celui qui sauve l'honneur des journalistes dans le monde entier, parce qu'il a risqué sa vie pour apporter des informations à la population sur les saloperies que faisait leur haute administration, leur État, leurs services secrets, etc. Donc pour moi, c'est l'équivalent de ce que devraient faire les journalistes, le quatrième pouvoir. C'est Albert Londres du XXIe siècle. Voilà, Assange, le gars qui n'a pas peur d'aller et de mettre sa vie en jeu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le skin in the game, comme dirait Nassim Taleb. Hein. Tout à fait. Et je suis très content de cette décision de la justice britannique, parce que, qu'on le veuille ou non, si la justice britannique avait permis l'extradition d'un citoyen, je crois qu'il est australien, qui, à partir de l'Angleterre, a dit des saloperies des vérités, sur ce qui se passait dans le service secret américain et tout, ça veut dire que le journalisme devient impossible. Parce que quelle est exactement l'autorité juridique que les États-Unis ont pour réclamer l'extradition d'Assange? Il n'est pas citoyen américain. Absolument. Il n'a rien fait d'illégal, à ma connaissance. Et donc, si les autorités britanniques avaient permis l'extradition de cet homme, c'est exactement comme c'est de livrer un opposant à une dictature, à le renvoyer à la dictature, quoi. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc, je suis très content que les Anglais retrouvent un peu, et c'est peut-être aussi parce qu'ils sont en train d'abandonner l'Europe, leur force de démocratie, de protéger celui qui dit la vérité. Et je trouve ça très bien. Je suis enchanté. Allez, on retourne au standard. On va donner la parole à Olivier, qui nous appelle de l'Essonne. Bonjour Olivier. Oui, bonjour Olivier. Bonjour Olivier, bonjour Charles, bonjour André. Tout d'abord, mes meilleurs vœux à tous les deux également. Et à vous aussi, Olivier, merci. Vous êtes tous les deux les abeilles qui m'apportaient le miel de mon plaisir intellectuel. Vous, André, chaque jour, et vous, Charles, sur l'Institut des Libertés. Et vous recevez des gens intéressants comme Charles Prats, Oberton et compagnie. Et on sent que vous œuvrez dans le même sens. Alors ma question s'adresse à Charles Gave. Oui. Qui est quelque part un petit peu notre Trump français. Et j'aimerais savoir, Charles, à quel moment vous allez aider les Français, les hommes francs, les hommes libres, c'est ce que veut dire français, rappelons-le, à revenir à leur liberté. Et est-ce que vous allez sortir de l'ombre pour essayer d'entrer dans l'arène politique? Et croyez-moi, on va être nombreux derrière vous. Charles. J'ai 77 balais, je pète la forme, c'est pas ça la question. Vous n'êtes pas pire que Biden, Je suis plus jeune que Biden, et je suis pas gâteux, enfin pas à ma connaissance. Marquez qu'on se rend compte jamais quand tu es gâteux. C'est une question très difficile. Si vous voulez, moi, à mon avis, ce qu'il faudrait faire, puisque vous me posez une question directe, je vais vous répondre de façon directe, c'est qu'il y a un certain nombre de personnalités en France qui sont intéressantes, qui pourraient changer un petit peu la situation. Les personnalités de ce qu'on pourrait appeler la droite hors les murs. Vous connaissez tous les noms, quoi. Et il faudrait que quelqu'un se donne la peine, et c'est peut-être ce que je vais essayer de faire d'ailleurs, de les réunir et de leur dire, écoutez les gars, on va maintenant travailler ensemble, et d'entre nous sortira un candidat. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Plutôt que de me présenter en disant je suis le sauveur, je dis je vais essayer de créer une sorte de comité de salut public où on ferait rentrer, où il y aurait des gens. Non, mais c'est ça, Olivier, ce que veut dire, je pense. On ferait Asselineau. Voilà, on fera venir des gens. On fera venir des gens comme ça. L'idée, c'est. Vous l'avez vu, Charles, avec le problème des Gilets jaunes, c'est bien de mobiliser des gens. Le problème, c'est que s'il n'y a pas un leader. Il sortira de lui-même. Un Delamarche à l'économie, un Berkoff à la culture, mais vous imaginez un Douste Blazy à la santé, ou un Raoult à la santé, mais vous voyez le gouvernement formidable qu'on aurait? Mais moi je vois très bien, si vous voulez, le slogan de ce groupe, ça devrait être place aux vieux.
Face aux vieux sages. Au vieux sage. Aux vieux sages, Place aux parce que vieux. c'était vieux. Moi, je trouve Regardez, que- on a eu mais- Giscard d'Estaing qui est mort, il était vieux, mais il n'était pas sage du tout, il nous a foutu dans une merde épouvantable. Ah, mais vous savez, si on n'est pas sage à 20 ans, en général, à 80, on est idiot. Enfin, Vous savez ce que disait Brassens, hein, le temps ne fait rien à l'affaire. Hein. le temps ne fait rien à la faire. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que le moment est venu, je crois, pour les Français de réfléchir à la façon dont ils doivent sélectionner leurs élites. La façon dont ils sélectionnent leurs élites aujourd'hui n'est pas satisfaisante du tout. Elle nous amène des Macron, des Juppé, des Monsieur Philippe, tout ça, c'est le même. C'est le même. On vous ramène le même en disant regardez, il est tout neuf, il est tout beau. Donc il faut reprendre. Il faut réapprendre aux Français que la personne qu'ils doivent choisir, c'est elle qui sera le paratonnerre au risque. C'est elle qui sera foudroyée Et s'il il le sera faut. prêt à jouer sa peau, comme disait Et Taleb. il sera prêt à jouer sa peau. Mais ça, il faut que ce message passe. Et je me tue à le passer. Mais est-ce que... Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a suffisamment de gens compétents pour que je puisse faire comme le Christ, dire loin de moi ce calice. Mais en même temps, il faut les réunir, les apôtres. Il faut les réunir. Il faut les réunir. C'est ce que je vais essayer de faire. Et le compte à rebours commence, quoi. Hein. Il nous reste Oh, on a le temps, vous savez. Ouais, on verra. On verra. Mais en tout cas, c'est écouté, eh bien c'est bien. Donc Charles Gave, il va s'engager dans l'arène à sa manière. Et on est derrière vous et on est nombreux, Charles. Ben, super Olivier, et on va être nombreux aussi. Et on compte évidemment sur vous. Merci beaucoup Olivier. Allez, on va faire un petit tour sur l'île de Beauté avec Nicolas qui nous appelle de Bastia. Bonjour Nicolas. Oui, bonjour Nicolas. Alors bonjour, je vous souhaite une très bonne année et je vous remercie encore d'avoir des invités les plus intéressants, on va dire, des médias français. Merci. Alors, en ce qui concerne l'appel téléphonique entre M. Rasberger et M. Trump, Oui. il y a eu un démenti qui a été fait dans Mainstream Media, il a été fait par RT France, d'ailleurs, Oui. qui est le seul à apparemment couvrir d'une manière plus ou moins équitable cette élection. Et de l'autre côté, moi surtout, je voulais évoquer une étude qui a été faite par un professeur de loi américain qui s'appelle Edward B. Foley, Oui. qu'il a fait à l'hiver 2019. Oui, et qui je l'ai lu envisageait ce tout le matin. Sénat. Oui, allez-y. D'accord. Et qui évoque en fait une impasse qui se produirait au Congrès entre Nancy Pelosi et justement Mike Pence. Et Mike Pence, oui. Qui pourrait amener à l'évacuation des républicains et de tous les contestataires du Congrès, et par la suite qui mettrait, on va dire, Nancy Pelosi comme étant président intermédiaire entre-temps. Cette étude elle se termine par une conclusion de l'auteur qui est la suivante, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réponse constitutionnelle à ça, Et voilà. et la seule réponse qui peut éventuellement s'envisager, ça va être de quel côté sera l'armée. Et apparemment, on peut se diriger vers ça, vu que, on va dire, les protagonistes tiennent très très ferme sur leur position et personne n'est prêt à céder. Ni les démocrates avec ce qui leur pend au nez, ni le camp pro-Trump, parce que je ne parlerai pas de républicains, qui sont également persuadés d'avoir gagné. Voilà. Ouais. Et aussi un personnage très important dont on n'a jamais parlé, j'aimerais que quelqu'un réagisse si vous le connaissez, c'est Lin Wood, qui était un des avocats du peuple, du côté Trump. Lin Wood, oui. Voilà, qui a commencé à dévoiler énormément d'informations extrêmement sensibles concernant des hauts responsables américains. Je ne sais pas comment le prendre, mais apparemment c'est une personne sérieuse. Alors écoutez, c'est très intéressant, vous parlez de cette étude de Foley que j'ai lue effectivement ce matin et qui est apparue en 2019 et qui est tout à fait extraordinaire parce que ce qu'elle décrit jusqu'ici, alors on verra demain ce qui se passe, et c'est tout à fait ce que décrit Foley en 2019, c'est ce qui se passe aujourd'hui, enfin jusqu'à aujourd'hui, Foley évoque effectivement ces résultats-là et c'est assez étonnant du point de vue de la lucidité de le problème. Alors, justement, pour répondre à notre ami auditeur, Charles Gave, effectivement, il peut y avoir et aussi une impasse totale. Une impasse totale. C'est là que la Constitution s'arrête. Hein. C'est ça. Ils ont fait à peu près tous les cas de figure. Mais ils n'ont pas été jusqu'à... Là, on est à 4, 5, 6, 4... On est dans des probabilités qui sont... Donc il peut se passer en effet... Il peut se bloquer, le système peut se bloquer. Pour la première fois, c'est pour ça que je disais au début de cette interview que pour moi le truc le plus important c'est que la Cour suprême revienne. Mais oui. Parce qu'à ce moment-là, si vous voulez, revient le droit.
Oui, tout à fait. Parce que c'est elle, l'échelon le plus haut du droit, c'est elle. Plus que le ministère de la Justice, plus que... le ministère de la Justice, c'est rien. Non, c'est elle, la Cour suprême. Donc, si vous voulez, pour moi, la seule façon d'éviter une impasse qui pourrait être en effet dangereuse, qui pourrait se passer aussi par décision. C'est-à-dire qu'il y a des États qui disent, écoutez, non, ça va bien, quoi, c'est... Oui, la sécession dont vous avez parlé. Oui, et donc pour moi, il serait très très important que la Cour suprême revienne dans le jeu et revienne maintenant, et de façon très très forte, en disant maintenant il va falloir qu'on sache si cette élection a été honorable ou pas. Vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, justement, concernant la Cour suprême, c'est-à-dire que par Twitter, M. Linwood a fait certaines déclarations qui concernent justement le juge de la Cour suprême, Roberts. Le président de la Cour suprême, le juge Roberts. Le premier. Enfin, oui. Ils sont extrêmement à charge contre lui, on va dire, sur les affaires de pédocriminalité, etc., en prétendant que le juge Roberts est tenu par des services secrets. Oui, mais il n'est qu'une voix sur 9. Oui, il est qu'une voix sur 9, mais je crois qu'il a une voix prépondérante. Il a une voix prépondérante et c'est souvent lui qui détermine l'ordre du jour. Et oui, c'est vrai, vous avez raison, en tout cas Linwood, il tape avec des scuds, on ne sait pas très bien si ces scuds vont atteindre, parce qu'il tape tous azimuts, on verra. Écoutez, en tout cas, qui vivra verra, mais vous avez raison de rappeler l'étude de Follett. Et en ce qui concerne l'armée américaine, j'aimerais rappeler quelque chose aux gens qui nous écoutent. C'est que l'armée américaine, c'est l'armée confédérée. Tous les soldats américains sont du Sud. Comment tous les soldats américains sont du Sud ? Quasiment tous. Ah ouais ? La base de l'armée américaine, c'est l'ancienne armée confédérée. Et donc, jusqu'à aujourd'hui ? Jusqu'à aujourd'hui. Et il n'y a pas de Yankees quasiment qui vont dans l'armée. Il n'y a pas de gars de Chicago. Ils sont tous d'Atlanta, de Texas, etc. La majorité encore aujourd'hui. Tout à fait. Ouais. Et c'est eux qui sont patriotes comme des fous et tout. Donc, si vous voulez, si l'armée américaine tombe d'un côté... Oui, ça. Ce sera. On parlait d'un coup d'État, mais ça, ce sera un vrai coup d'État. Ah oui. Enfin, oui, mais je le souhaite pas. Hein. Personne ne le souhaite. Et eux-mêmes encore moins. Bien sûr. Allez, on continue d'évoquer justement les élections américaines, ce qui va se passer demain avec l'ouverture des enveloppes des grands électeurs. Ce système qui peut se bloquer, on peut tomber dans une impasse, dans une insurrection populaire, dans une scission d'État. Eh bien, continuez de débriefer tout ça avec vous aussi, qui nous appelez au 0806 300 300. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et les carottes ne sont pas encore cuites sur justement ces élections américaines. On saura tout demain. Et vous continuez aussi, vous, de nous appeler aujourd'hui à Sud Radio et de poser des questions à André Berkoff et à notre invité Charles Gave. Tout de suite, on va à Clermont-Ferrand. On va donner la parole à Nicolas. Bonjour Nicolas. Oui, bonjour Nicolas. Oui, bonjour. On vous écoute Nicolas. Oui, bonjour. Moi, je vous appelais parce que du coup... J'avais remarqué que dans toutes les manifestations qui étaient liées à Trump... Nicolas, on vous entend mal. Est-ce que vous êtes branché en haut-parleur ? Attention, parce qu'on vous entend un peu de façon sourde. Oui. Thibaut, je ne sais pas. Allez-y, on vous écoute. Allez-y. Oui, ça va mieux ? Ouais, beaucoup mieux. Ouais. Oui, donc en fait je vous appelais parce que moi je me suis intéressé à ces élections et au fait qu'il y ait beaucoup de manifestants pro-Trump qui faisaient partie des QAnon, qui est perçu le réseau qui est présenté comme complotiste. Et qui soutiendrait Trump et que Trump soutient apparemment aussi. Ouais. Donc du coup moi je me suis intéressé à tout ça. Enfin je me suis intéressé. J'ai voulu aller voir ce qu'il racontait. Ouais. Et en fait tout ce qu'il raconte ça se produit. C'est un peu, ça relève un peu du scénario de grande fiction du cinéma américain, mais c'est du complot en haut lieu, quoi. Mais du coup, ça se produit et ça arrive, et là, on arrive au dénouement quand même de tout ça, à savoir demain qu'il y aurait beaucoup de révélations qui seraient faites. Il y a déjà des révélations, comme vous le disiez, via l'avocat Flynn. Oui, Linwood. Mais vous savez, juste un mot. Moi, je crois qu'il n'est même pas besoin, parce que moi, ce qui m'embête dans le mot complotiste et que je déteste le complot, c'est que dès que quelqu'un a question à quelque chose, il devient complotiste. C'est-à-dire pour la pensée dominante,
évidemment, quand vous posez des questions, ce qui est d'ailleurs le rôle d'un journaliste, enfin je crois, c'est de poser les questions d'abord et d'y répondre, ça devient complotiste. Moi je crois qu'aujourd'hui, la situation, elle est assez claire. Hein. Il y a vraiment une opposition extrêmement forte, et justement pour la première fois, c'est posé. Pourquoi ? Parce que vous avez un Trump qui ne veut pas concéder la défaite. Ce qui est intéressant, qu'on soit pro ou anti-Trump ou etc., la vérité sur le pouvoir va aller jusqu'au bout cette fois-ci. En tout cas, elle ira loin. Je ne dirais pas que... Mais au moins, on va en savoir beaucoup plus que ce qu'on en sait d'habitude, ce qui est déjà énorme. Charles, je suis tout à fait d'accord. Ce qui est... encore une fois... Les États-Unis ont essayé de monter un système où il y a des contre-pouvoirs. Mais ces contre-pouvoirs ne fonctionnent que si le département de la justice reste indépendant. La justice reste indépendante. Or, ce qui s'est passé dans les années Obama, c'est que la justice a été complètement capturée par les démocrates. Et donc, pour moi, le drame des États-Unis aujourd'hui, c'est que l'arbitre de ce genre de conflit entre l'exécutif et le législatif, c'est le judiciaire, c'est la justice. Et cette fois-ci, la justice est aux abonnés absents. Et c'est de là d'où vient la crise. C'est la prise de contrôle par une partie du politique de la justice. Et quand la justice devient politique, elle cesse d'être la justice. Et c'est ça qui me fait peur, si vous voulez. C'est qu'aujourd'hui, je sens bien que la justice ne veut pas faire son boulot. Mais alors, justement... Si on revient, Charles Gave, parce que c'est pas... Revenons un peu sur la France. Hein. On est notre pays. Là, on peut dire aujourd'hui que le système de la séparation des pouvoirs fonctionne à plein gaz. Et je dis ça un peu avec ironie, mais enfin, c'est extraordinaire, parce qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'il n'y a plus que l'exécutif. Enfin, j'exagère à peine, mais c'était la volonté de De Gaulle. La Constitution de la 5e est une constitution bonapartiste, dans laquelle l'exécutif est prédominant. Alors que la Constitution américaine, les trois pouvoirs sont égaux. C'est ça, véritablement et en fonction égaux. Il n'y en a pas un qui peut prendre le poids sur les autres. Mais si le législatif, comme l'a fait Obama, a pris le contrôle de la justice, à ce moment-là, il peut forcer l'exécutif. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce qu'en faisant donner la justice, comme on l'a fait au moment des affaires de Moscou contre Trump et tout. Donc, nous, en France, on a bâti un système profondément antidémocratique. Mais il le fallait peut-être à l'époque. Il le fallait peut-être à l'époque, et ça allait peut-être avec De Gaulle, qui, dans le fond, respectait le peuple. Mais à partir du moment où vous avez des gens qui respectent le peuple, c'est pas bien utile. Tandis qu'aux États-Unis, c'est une atteinte à la nature même du système qui est en cause à partir du moment où vous attaquez la justice, où vous capturez la justice. Donc pour moi, si vous voulez, que la justice soit... Vous savez ce que me disaient mes professeurs de droit quand j'étais à Toulouse, il y a la justice assise, il y a la justice debout, il y a la justice couchée. Bon, je crois que la justice couchée, ça fait longtemps qu'elle existe en France. Il suffit de souvenir du serment que les magistrats avaient fait à Pétain, par exemple. Voilà. Un seul avait démissionné. Un seul avait démissionné. Donc, si vous voulez, la justice en France, on est un vieux pays, on sourit finement. Mais ce qui est embêtant, vous parliez de Tourbière pendant qu'on était hors antenne, et on sent très bien, et vous voyez par exemple à travers tous les auditeurs qu'on a à Sud Radio, etc., qui posent des questions et qui sont très renseignés, vraiment beaucoup plus renseignés qu'on ne pourrait croire, il y a quand même un peuple très ouvert, il y a un peuple qui sait ce qui se passe, enfin beaucoup savent ce qui se passe, et on a l'impression qu'il y a quelque chose qui couvre sous la cendre. Je ne dis pas que je le souhaite ou pas, c'est pas le problème, mais qui couvre sous la cendre, mais la cendre est encore très pesante, ou en tout cas la marmite est encore très forte, le couvercle de la marmite est encore très forte. Oui, ce que j'utilise cette image de la tourbière parce que la France me fait penser à un feu de tourbière. Vous savez, les feux de tourbière, c'est une espèce de charbon dégueulasse, la tourbe qui est en dessous, et de temps en temps, il y a le feu qui se colle dedans, et donc vous avez un feu qui part à 100 mètres avec un grand geyser qui sort, vous allez voir ce qui se passe, puis il part 100 mètres plus loin à gauche, et puis 100 mètres plus loin à droite. Donc la France me donne l'impression aujourd'hui d'être en plein feu de tourbière, avec des geysers qui sortent de tous les côtés, et les classes politiques dominantes est complètement incapable de comprendre ce que cette tourbière, ce que ça veut dire, etc. Et donc ce qui va se passer, c'est qu'il y a quelqu'un un jour qui va dire quelque chose qui sera en accordance avec la longueur d'onde, tout ça, avec la longueur d'onde de ces gens-là qui sont tous et qui vont se rendre compte que dans le fond ils disent tous la même chose, quoi.
Allez, on retourne au standard 0826 300 300. C'est le numéro qu'a composé Jean-Paul qui nous appelle du Var. Bonjour Jean-Paul. Oui, bonjour Jean-Paul. Bonjour Adrien, bonjour Monsieur Gave, et mes meilleurs vœux à tous et à toutes. Bonne année à vous aussi Jean-Paul. Merci. J'avais une question, Monsieur Gave, concernant, si vous voulez, l'élection de Trump, mais aussi ce qui pourrait en découler par rapport à l'Iran. Parce que ces jours-ci, j'ai lu quelques articles concernant l'Iran qui se désengagent justement de ce qu'ils avaient signé, comment dirais-je, avec l'Europe concernant l'enrichissement de l'uranium, je crois, et qui menacent régulièrement en plus Israël. Voilà, donc je me demandais si c'était Biden qui était élu, si vous pensiez que ça allait changer quelque chose à ce niveau, parce que ça peut avoir bien sûr des répercussions même sur nous, quoi. Voilà ce que... Oui. Alors, Charles. Un point important, si vous voulez, c'est que je crois que depuis Reagan, Trump est le seul président qui n'ait pas commencé une guerre. Oui. Donc, si vous ramenez les Biden, etc., ils vont recommencer à envahir à droite et à gauche les gens qui les ennuient. Et ça me fait très peur. C'est que Trump, quand le parle bon nom, il a réussi à ne pas aller en guerre, il a réussi à quasiment arrêter les guerres en Afghanistan, en Irak, etc. Et ne parlons pas du Moyen-Orient aussi. Et le Moyen-Orient, où il a réussi à plus ou moins créer des liens entre Israël et tous les autres pays du Moyen-Orient. Oui. Et je voudrais revenir à ce pays, l'Iran, que je connais un petit peu et que j'aime bien. C'est un peuple très intéressant et tout, qui est géré par une théocratie qui est folle. Donc le but, normalement, l'Iran devrait être une force de stabilité, parce qu'ils sont très développés intellectuellement, les femmes sont traitées comme il faut depuis toujours et tout. Et donc pour moi, si vous voulez, le problème de l'Iran, c'est pas l'Iran, c'est les mollahs, quoi, c'est leur gouvernement, c'est la théocratie. La dictature des mollahs, et il faut savoir comment justement la traiter et comment s'en débarrasser. Enfin, c'est tout le problème. D'ailleurs, les Iraniens vous le disent eux-mêmes. Les Iraniens, chaque fois qu'ils peuvent vous le dire, ils disent que la meilleure façon, c'était de les empêcher de venir. Mais si et ça, on voulez, doit remercier Giscard encore. Oui, Jean-Paul. Si vous voulez, excusez-moi, l'interrogation, elle est que, apparemment, les dirigeants, donc les mollahs, certainement, sont pro-Biden. Bah, évidemment. Et c'est en cela que je trouve que c'est inquiétant. Ouais, c'est tout à fait. Cette force de peut-être arriver à maintenir la paix. Évidemment. Et c'est à se demander pourquoi ils sont plutôt pro-Biden que pro-Trump. Voilà. Parce que Trump avait l'intention de se débarrasser des mollahs. Des mollahs, ouais. Et puis Trump a couvé le sifflet à l'Iran. N'oubliez pas que Obama avait donné, Jean-Paul, des milliards de dollars à l'Iran pour les apaiser et pour dire voilà, vous faites plus de nucléaire. Il a fallu plusieurs 747. Voilà, presque 700 milliards de dollars. Voilà, il s'est passé ça. En tout cas, merci Jean-Paul. Merci à vous. Merci à vous, André Berkoff. Merci à vous, Charles Gave, je rappelle, président de l'Institut des Libertés. On va de toute façon continuer de suivre avec vous les événements américains et surtout ce qui va se passer demain. On continuera donc, on vous rappellera. Et puis, eh bien, vous pouvez réécouter cette émission sur YouTube et en podcast sur sudradio.fr. Et puis, Sud Radio continue avec Brigitte Lahaye. Quelles sont les bonnes résolutions à prendre pour sa santé en 2021 ?